Bonjour à toutes et à tous. L'objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter déjà Rubix, parce que je pense que certains d'entre vous connaissent, mais d'autres non. Rubix, on est aujourd'hui le numéro 1 de la distribution en fourniture industrielle. C'est une marque assez récente. On a été créé, on est issu, on fait de la fusion de deux sociétés, IPH et Brammer. La marque a été créée en juin 2018, donc un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, Rubix est présent dans 23 pays. On a un chiffre d'affaires de 2,3 milliards. On est présent dans ces 23 pays avec 650 agences. Et en fait, aujourd'hui, la complexité par rapport à ce sujet qu'on a aujourd'hui ensemble, c'était de réfléchir à comment déployer notre digital transformation au niveau de ces 23 pays de la manière la plus efficace possible. Donc pour tout ça, aujourd'hui, on a plusieurs challenges. On en a beaucoup parlé ce matin. Je pense que le premier challenge qu'on connaît tous et qui a été évoqué, je crois, dans quasiment toutes les présentations, c'est le fait que le client aujourd'hui B2B n'est pas un client B2B, c'est aussi un acheteur dans sa vie privée. C'est quelqu'un qui a une exigence de plus en plus forte, c'est les nouvelles générations, donc je ne vais pas me répéter par rapport à ça. On a aussi énormément de tendances qui changent dans le B2B. On a la présence maintenant de technologies qui nous permettent d'aller plus loin dans l'approche client avec l'Internet des objets, avec l'intelligence artificielle, la personnalisation, l'automatisation aussi des process. Et Rubix, on a décidé un peu de changer un petit peu de paradigme par rapport aux années précédentes et de remettre le client un petit peu au centre de nos discussions et de notre stratégie. On a donc évidemment passé un petit peu de temps à comprendre mieux ce client, on va en parler un petit peu après, et à réfléchir à comment répondre à ces attentes de clients qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais on verra qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Et on a, en gros, notre stratégie, elle se résume en 3 axes. Le premier, c'est le client, customer centric. Le deuxième, c'est de transformer une entreprise qui aujourd'hui fait encore plus de 90% de son business avec un business traditionnel, avec des agences, des commerciaux. On a réalisé fin 2018 à peu près 10% de pénétration et notre objectif c'est de faire plus d'un tiers de nos ventes en digital d'ici 2022. Donc, vous voyez un petit peu le chemin qu'on a aussi à parcourir. Mais tout ça en transformant un business traditionnel. Donc on a nommé notre stratégie Digital with a Human Touch Strategy pour aussi montrer l'importance de l'humain dans cette transformation. Et puis le troisième axe, qui n'est pas négligeable, c'est le digital est là aussi pour générer de la demande, générer du lead, générer des nouveaux clients. Et évidemment, on ne l'oublie pas parce qu'on est là aussi, évidemment, comme tous, pour faire du business. Donc voilà, donc en gros, ce que je vais essayer de vous démontrer en quelques minutes, c'est de vous montrer quelles sont les grandes étapes et les bonnes pratiques qu'on a mis en place pour développer cette stratégie digitale au sein de la société Rubix. La première chose, c'est partir d'un paradigme. Aujourd'hui, on est Rubix, donc je vous l'ai dit, on a une marque forte mais qui est récente. On a ici énormément de sociétés différentes dans chacun des pays, avec des marques fortes dans certains pays. Ça rejoint un peu la présentation de ce matin de Sonepar. Donc on a évidemment énormément d'initiatives locales et des bonnes initiatives. On a une connaissance terrain qui est spécifique dans chacun de ces pays. On a une approche notamment sur le pricing, sur la logistique, sur la connaissance du client qui peut être différente d'un pays à l'autre. Mais on a aussi le poids et la force d'un groupe avec des équipes en centrale, dont je représente aujourd'hui le digital pour le groupe. On a aussi on a par exemple un outil de gestion de contenu au niveau du groupe. Et tout ça, ça a une force quand on veut accélérer la digitalisation d'une entreprise de plus de 8000 employés. Donc, en gros, le message ici, c'est de dire, en effet, il y a du local, il y a du global, il y a une approche groupe, il y a une approche locale. Il faut, en gros, tirer parti du meilleur des deux pour pouvoir vraiment réussir à répondre de la meilleure des manières aux attentes de nos clients. Deuxième chose, et pour moi, ça a été un élément assez fondateur par rapport à notre transformation ces derniers mois, parce que c'est assez récent, c'est l'importance aussi du changement en interne. La façon de travailler, on a parlé ce matin de silos.
Dans une entreprise comme Rubix qui a été issue de beaucoup de croissance externe, il y a on va dire une facilité à travailler en silo, à dire je travaille dans mon coin, de toute façon ces personnes-là ils avancent pas assez vite, etc. Et c'est vrai que c'est des choses assez compliquées, je vous cache pas, mais une des vraies forces qu'on a pu mettre en place ces derniers mois, c'était vraiment de créer ces cross-functional teams, faire en sorte que les gens travaillent ensemble, partagent une même vision, une même stratégie pour mener à bien cette transformation. Donc c'est un élément non négligeable sur lequel on a passé beaucoup de temps, sur lequel on a mis en place pas mal d'outils aussi pour nous aider à améliorer cette agilité. Un autre point important dans notre transformation, c'est une approche qui est assez connue dans le mode start-up, mais qui n'est pas toujours facile à communiquer et à faire passer dans des entreprises plus traditionnelles. C'est de passer du fameux cycle en V au cycle agile et d'avoir une approche produit tournée MVP. Donc, je pense que tout le monde connaît ce terme-là. En gros, le message était de dire on avait une plateforme qui existait déjà depuis 4-5 ans, qu'on a développée avec certains pays. Il y a encore un an, on n'avait que 3 pays sur cette plateforme, mais on a développé quasiment le 20-80 des fonctionnalités attendues en e-commerce de nos clients. Donc ça va des fonctionnalités classiques B2B, comme les workflows d'approbation, on en parlait ce matin avec Office Depot, le punch-out, les purchasing cards, etc. Et tout ça existe aujourd'hui sur notre plateforme, et l'objectif, quand on fait un roll-out dans plusieurs pays, c'est pas de commencer à aller voir chaque pays et de leur dire bon bah allez, on va prendre un projet, on va écouter tous tes besoins et puis on va refaire la plateforme à partir des besoins de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne. En faisant ça, on mettrait beaucoup trop de temps. Donc on a eu cette approche en disant bah on a défini un MVP tous ensemble, ça n'a pas été fait juste dans notre coin, et puis on s'est dit c'est avec ça qu'on va commencer, et puis on améliorera la plateforme au fur et à mesure. Donc ça, c'était un élément aussi fondateur. Une autre approche aussi, c'est que pour tout ça, on a aussi voulu accélérer notre transformation en ayant des outils communs. Donc un MVP, ça nous permet de savoir exactement ce qu'on va donner à notre client et savoir clairement ce qu'il aura et ce qu'il aura potentiellement un peu plus tard. Mais il y a aussi toute la partie interne. On avait également dans notre fusion avec 2 réseaux importants, plusieurs outils. On avait des outils qui étaient parfois vieillissants, parfois aussi moins opérationnels, moins fonctionnels. Et on a essayé de rapprocher tout ça. Donc on a créé un outil de gestion de contenu unique, un PIM unique au niveau du groupe, une plateforme e-commerce unique, évidemment. Et puis, on a aussi une approche qui était de dire aujourd'hui, on ne peut pas se permettre à chaque fois de redévelopper avec des équipes externes, etc., la plateforme. Il faut qu'on ait la main en interne avec des équipes plus fonctionnelles pour déployer un webshop. Et la stratégie qu'on avait, c'était de pouvoir déployer un nouveau pays en l'espace de 16 semaines. C'était un peu la target qu'on s'était donnée. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Hein, on est en train de mettre en place des rollouts de pays justement en ce moment, avec l'Espagne qui va sortir en janvier. Je parlerai d'un lancement qu'on a eu il y a très peu de temps en Islande. Mais voilà, l'objectif c'était de dire on redonne du poids aussi en interne et on est capable de lancer cette plateforme très rapidement dans un nouveau pays avec cette approche MVP. Un autre point très important, évidemment, c'est aussi dans cette logique d'inclure tous les différentes parties prenantes, c'est la préparation du go-to-market. Donc la stratégie de lancement dans le pays. Donc, dans nos équipes cross-fonctionnelles, on implique évidemment le business, donc à la fois les personnes du digital dans les pays, mais aussi les équipes grands comptes ou les équipes terrain, dans la compréhension de ce qu'on souhaite lancer dans le pays, dans la définition aussi de la stratégie go-to-market, et tout ça bien en amont pour ne pas se retrouver à un moment donné avec un site qui est live techniquement mais qui derrière ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas préparé, on n'a pas anticipé. Un point important, c'est aussi le fait d'avoir des clients bêta-testeurs. Quand on lance une plateforme comme ça dans un nouveau pays, il faut identifier des clients qui vont permettre de tester la plateforme en amont avant de le lancer. Donc ça, je pense que c'est une bonne pratique que vous devez peut-être tout savoir. Et donc là, je voulais juste faire m'arrêter un petit moment sur le lancement récent de notre plateforme en Islande. Alors ça peut vous paraître, j'ai volontairement pris ça comme exemple, ça peut vous paraître un peu surprenant, mais oui, on vend nos produits aussi en Islande. Et l'Islande, j'ai choisi cet exemple parce que c'était assez flagrant, c'est la maturité du marché en Islande. C'est le pays numéro 1 en termes d'équipement, taux d'équipement Internet.
Et aussi parce que le pays était très 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 demandeur. C'est-à-dire que le pays avait des attentes à la fois de par ses clients, mais aussi parce que le pays était petit, mais avec des clients qui se trouvent un peu partout et avec très peu de force commerciale physiquement présente. Donc le web était un vrai élément. Ils n'avaient pas de site e-commerce. Et on a lancé le premier site e-commerce en très peu de temps en Islande. Et au lancement, on a même eu le droit, ce qui est un peu exceptionnel dans le B2B, à des pubs télé. Donc pendant le week-end, pendant les Champions League, enfin, le championnat islandais, on a eu le droit à 8 spots télé sur lesquels on a touché 11% de la population. 40 000 personnes, c'est pas énorme, mais on a touché pendant cette période-là un certain nombre justement de leurs clients, de leurs utilisateurs, et on a eu un lancement vraiment réussi sur cette plateforme. C'est un peu la tarte à la crème, mais on n'en a pas beaucoup parlé, un petit peu ce matin, mais évidemment, dans le B2B, on a aussi un vrai challenge quand on lance ça et qu'on déploie à l'international, c'est les tailles des catalogues en B2B. Je ne sais plus qui en parlait, il y a la taille et la qualité. Pour moi, c'est vraiment les deux axes un peu antinomiques. Quand on veut faire de la quantité, la qualité est un peu moindre. Mais nous, on a une vraie logique, c'est évidemment de répondre aux attentes de nos clients et avec des catalogues très larges. Dans notre PIB, on gère plus de 3 millions d'articles. D'accord, 3 millions d'articles différents, avec des tailles de catalogue qui vont différer d'un pays à l'autre. Et il faut arriver à traiter ça. Donc on a des équipes évidemment qui travaillent au quotidien sur l'enrichissement de nos produits. On a une équipe d'un peu plus de 20 personnes aujourd'hui qui travaille sur le contenu au niveau Europe. Mais c'est une vraie problématique sur laquelle il ne faut pas négliger l'importance de la data pour le lancement d'une solution digitale dans un pays. Et tout ça pour dire quoi aussi, si je reboucle avec mon introduction sur le customer centric, c'est mesurer régulièrement ce que pensent les clients de cette plateforme, ce que pensent les clients de nos solutions digitales. Donc on a utilisé des solutions comme Hotjar aujourd'hui, peut-être que vous utilisez aussi, qui nous permet de mesurer en temps réel sur nos sites ce que pensent les clients des évolutions qu'on apporte, du lancement d'une nouvelle fonctionnalité, etc. etc. J'accélère un petit peu parce que je crois qu'on est un peu en retard. Voilà, donc tout ça pour dire que aujourd'hui on a lancé en fait une nouvelle plateforme digitale avec ce que je vous ai présenté avant, une marque Rubix aussi, qui est portée en priorité déjà sur le web avec un site web qui est homogène maintenant sur l'ensemble de nos pays. On a un rollout important entre l'année 2019-2020 et début 2021 pour avoir cette plateforme présente dans l'ensemble des 23 pays du groupe Rubix. Et c'est une vraie stratégie groupe d'allier à la fois, comme je vous le disais, le local et à la force de la marque Rubix au niveau du groupe. Donc juste pour résumer ce que je viens de vous dire, il y a 6 points, s'il faut en retenir 6, ce seraient ces 6-là. La première, c'est définir sa stratégie, donc la stratégie avec les clients, les attentes du pays qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. On a des pays comme l'Allemagne et l'Italie, par exemple, qui ont un business D2D, donc distributeur à distributeur, qui est différent du business B2B. Créer ces équipes cross-fonctionnelles, vraiment éviter les silos et faire en sorte que les équipes travaillent ensemble. Nous, la bonne pratique, c'est ces équipes-là, elles ont des calls tous les jours, 15 minutes, juste pour échanger sur l'avancée du projet. Vraiment rester sur un MVP, une approche MVP. Je pense que si vous lancez un projet comme ça et que vous voulez aller vite et que vous commencez à changer de scope en cours de route, c'est le raté assuré. Inclure les équipes business bien en amont dans des projets comme ça, c'est très important. C'est ce qui fera la réussite de votre projet pour que les équipes soient vraiment impliquées et connaissent le produit avant de le présenter à leurs clients. Ne pas sous-estimer évidemment la qualité et le temps nécessaire pour la création du contenu. Et finalement aussi, évidemment, définir vos KPI. Moi, je demande régulièrement à mes équipes de définir 3 à 4 KPI qui suivent tous les jours et qui connaissent par cœur. C'est important pour pouvoir continuer en mode lean management et connaître régulièrement les améliorations à apporter au site. Voilà. J'aime bien le proverbe qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un peu le résumé aussi si je dois résumer un peu notre approche sur ce rollout européen.